profondément hein, Oui. cette vision philosophique dont notamment ce présocratique qui Oui. est Empédocle, hein, qui va être repris pendant très très longtemps, au cours des siècles, Oui. et qui va d'ailleurs inspirer chrétienté, par les Hölderlin, Arabes, par les mais y grands compris philosophes, Nietzsche, oui. ou Et d'autres grands ensuite, philosophes, et beaucoup, franchement, beaucoup de poètes. Oui, Hein, oui. c'est l'idée extraordinaire de je suis un. Oui. Ensuite, je vais me disperser en pluriel Oui. pour me ressaisir et redevenir un. Oui, oui. C'est quand même cette phrase-là. Hein. C'est toute la question de l'harmonie. Et elle est très, si vous voulez, d'actualité. Nous vivons dans un monde devenu de plus en plus complexe, confus apparemment, mais il y a une unité, cette unité c'est nous. C'est notre vécu, c'est notre sensibilité, c'est notre amour, c'est cette tendance que nous avons à aller vers soit la divinité, soit vers le travail, soit pour nous réaliser. Mais on se réalise soit avec les autres. Donc il y a toujours l'unité et le multiple. Alors, c'était clair il y a 3000 ans, parce que les choses étaient calmes, étaient sensées apparemment, etc. Or, aujourd'hui, les choses sont plus complexes. C'est pour ça que la poésie et poésie lyrique, c'est les éléments, c'est la mer, c'est la terre, c'est le feu, c'est les volcans, c'est les 4 éléments définis par ce grand philosophe, d'ailleurs. Par ce grand philosophe aussi, mais c'est aussi une réflexion. Qu'est-ce que nous faisons là ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est angoissant, mais la réflexion permet de désangoisser, permet d'aller de l'avant, permet de partager. D'ailleurs, cette réflexion avec les autres, c'est-à-dire, il ne s'agit pas dans la poésie, me semble-t-il aujourd'hui, de dire un arbre, bel arbre, etc. Mais quel est mon rapport à cet arbre ? Cet arbre est vivant, il a de la sève, oui. il a une racine dans la terre, comme moi j'ai une racine dans ce pays, etc. Je veux dire, c'est cette réflexion qui est importante dans la poésie. D'ailleurs, ce que vous dites est très 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 juste, parce qu'il y a quelque chose qui s'est beaucoup perdu, notamment à partir du début du XXe siècle, et surtout à partir, je dirais, il faudrait savoir pourquoi, hein, à partir des années 45 ou après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'avant, quand un poète écrivait de la poésie, pour lui, dans sa tête, hein, c'était systématique que cette poésie allait être déclamée, peu importe où elle aurait pu être déclamée. C'est-à-dire que ce soit dans un salon, comme on disait, ou comme cela, il y avait des poètes qui adoraient déclamer, et parmi les plus grands, hein, être déclamés dans des tavernes, ou que sais-je, ou sur la place publique, parce que la poésie devait être partagée au niveau de la déclamation. Malheureusement, c'est une voix. Avec une voix, bien sûr, avec des gens qui avaient du talent et qui avaient le vibrato lyrique, parce que c'est de la musique. C'est de la musique, oui. Et puis, tout d'un coup, on a commencé beaucoup plus à écrire de la poésie pour la lecture. Ce qui, à mon avis, l'intellect. Voilà. Et ce qui, à mon avis, a énormément cassé au niveau justement du lyrisme. Surtout un peu en France. Hein. Oui. Ça n'est pas très généralisé à travers le monde. En Allemagne, moins. C'est la période en un peu structuraliste. Il y a cette envie un peu de revenir à des schèmes, à des structures de base, à des mots-clés, à quelque chose qui se lit dans l'intimité la plus totale, qui ne se partage pas, etc. Mais je pense qu'on en revient. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, les printemps des poètes, etc. C'est des déclamations dans les librairies, sur les places publiques, etc. Mais c'est nouveau, hein. Mahmoud Delouiche, dans les 10 dernières années, dans le sud de la France, faisait de très grandes rencontres publiques. Oui, mais alors, ce que vous me dites est intéressant. C'est que justement, dans les pays dits occidentaux, on est beaucoup plus facilement accessible à une déclamation poétique dans une langue qui est autre que la sienne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui. Parce que on dit, ah bah oui, non mais c'est parce que c'est en arabe. Eh bien, on se laisse bercer, voilà, par le phrasé. C'est très beau en arabe, en français aussi. La virtuosité de la langue, etc. Et on se dit, eh bien, justement, là on revient à la vraie place de la poésie, c'est-à-dire pas obligatoirement qu'elle ait un sens strictu sensu d'intellectualisme.
Non, mais quand vous faites passer, je veux dire, la poésie, c'est l'étonnement au monde. Pourquoi je suis étonné? Je suis émerveillé, je suis un être humain. C'est fantastique, cette vie, d'être dans le rapport aux éléments, dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'histoire, dans le rapport de vécu, dans un rapport d'amour. Et j'en suis étonné. Donc si j'arrive à faire passer cette émotion, elle est philosophique, c'est une raison de vivre, c'est une raison de se battre, c'est une raison de partager, c'est une raison, comme on partage un couscous, comme on partage une maison, comme on partage une rencontre, etc. Donc la poésie, il est fondamental, d'ailleurs depuis la nuit des temps, hein, je pense, à travers ce que savent les hommes de tous les jours, à travers des choses simples, l'eau, l'arbre, le vent, la nuit, les étoiles, etc., faire passer une réflexion, faire passer un état d'esprit, faire passer une atmosphère qui nous remet en situation, nous sommes cet être, c'est quand même étonnant, nous sommes des êtres humains sur la Terre n'est rien du tout dans le système solaire n'est rien du tout dans la galaxie, et notre galaxie n'est rien du tout dans les milliers de galaxies. C'est quand même quelque chose de fabuleux qu'on puisse s'interroger un petit peu, quoi, je veux dire, sur le fait d'être. Ah oui. Et je pense que la poésie, et la poésie pas au sens simplement formel, je pense qu'un romancier est poète. Vous prenez le Clésio, il y a une manière d'écrire qui fait, par exemple, des airs. Cette sanction, etc., cette manière de cette jeune fille qui va traverser le désert, etc., et la manière de le décrire, etc., est très poétique. Même, je pense, des écrivains très classiques, comme celui qui a écrit Salammbô ou qui a écrit Madame Bovary, comme Flaubert. Je pense que c'est poétique, parce que Tolstoï est poétique. Mais merveilleusement poétique. Dostoïevski, vous en avez les larmes aux yeux avec les frères Karamazov, etc., parce que vous prend aux tripes. C'est pas simplement de la description, c'est pas simplement de l'action. Il y a quelque chose de fort. Nietzsche, que vous citiez tout à l'heure, est un poète dans la manière d'écrire. Mais il a écrit des poésies. Oui, non. Les Dionysiaques, qui sont une pure merveille, les Dionysiaques. C'est sidérant. Hein. Mais même dans son écriture, effectivement, quand on lit Ainsi parlait Zarathustra, c'est une immense poésie, ou Le Gai Savoir est une immense poésie. Alors on va revenir quand même à votre écrit. Oui. De Djelfaoui. C'est pas une digression du tout qu'on a faite là, parce que effectivement, c'est au centre. Et au cœur de votre ouvrage, La Mer Vineuse, parce que, pour ma part, c'est essentiellement un immense questionnement philosophique que vous posez dans votre poésie, pas seulement, qui est la place du poète, la place de celui qui rend ou qui veut rendre beau, ou triste, ou mélancolique, ou brumeux, ou lattessant, ou peu m'importe, le monde, et quelle est en même temps et sa difficulté de vivre dans le quotidien, et sa difficulté de vouloir rendre ce qui est le soi, l'intérieur de soi, ce qui est le plus difficile. Et qui est le plus difficile, parce que c'est là où il y a l'illumination. Même s'il est aveugle. C'est ce qu'on partage avec les autres. Absolument. Et même s'il est aveugle, c'est ce qu'il voit à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il est aveugle, qu'il peut mieux voir en lui-même, souvent. Souvent, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais non, c'est... Alors, cette jet poétique, qui ont tous un sens bien particulier, le tumulte des algues, jasmin d'asile, cimetière marin, l'insolation d'un pédocle, scalp d'une médina, flux et reflux du destin, et enfin les vignes de la mer. Alors, on va commencer, si vous voulez, un petit peu. On ne va pas tous les faire, parce que ce n'est pas le but de l'émission. C'est le but de l'émission aussi, surtout, de faire découvrir à ceux qui nous regardent le fond de votre écriture et le pourquoi de cette écriture-là. Mais quand même, alors le tumulte des algues. Bon, c'est vrai qu'au départ... C'est une image, moi, qui m'a toujours beaucoup plu, le tumulte des algues. Je suis très visuel. Je viens du cinéma. J'ai travaillé à la Cinémathèque et j'ai été cinéaste à la télévision, etc. Et les algues, bon, quand on va à la mer, etc., on les voit jouer dans l'eau. On voit leur verdure en fonction de la lumière. En fonction des chevelures de la mer. Les chevelures de la mer, etc. Et puis, mais c'est un tumulte, ce silence.
parce qu'elles sont là depuis des millénaires, depuis des millions d'années. Elles sont là, c'est notre vie. Et le tumulte des algues, c'est ce qu'on disait à propos de l'aveugle. Justement, la poésie, c'est d'essayer de toucher au-delà de ce que l'on a l'habitude ou ce que l'on croit voir. Donc les algues, bon, c'est des algues, où on les mange au Japon, où on les enlève quand on va nager. Mais tumulte, donc elles parlent, elles disent, elles crient, elles disent quoi? Elles crient quoi? La mer, le fond de la mer. Quelle immensité, quel cri. Donc on est tout de suite dans un autre type de registre. Donc on a affaire à la mer à ce moment-là en tant qu'être. Certains disaient la bête, on parle de la mer en tant que bête, mais c'est un être. Il y avait un film qui était splendide, c'était Solaris. Ah oui. Solaris, et cette mer qu'il va essayer de tenter de comprendre, alors que c'est une mer d'une autre planète. Hein. C'est pour vous dire que la science-fiction. Oui, c'est absolument. Tarkovsky, non? Tarkovsky, Ouais, exactement. ouais. Un des plus beaux films de Tarkovsky. Il y a une reprise d'ailleurs avec Georges Clooney qui était lamentable. Oui, mais parce qu'il Oui, n'a peut-être pas pas le même socle culturel. le même socle culturel, Et la poétique. même densité aussi de questionnement. Donc la mer, le tumulte des algues. Alors, vous parliez de récit, et j'aime bien que vous fassiez référence à cela, venant du cinéma, où ces récits. La poésie, c'est toujours... Il y a un gros problème avec la poésie. Si vous voulez, quand vous écrivez de la poésie, quand la poésie vient, ce sont des fragments. Et c'est très fragile, c'est une image. Et ensuite, je note sur des mois, des années, etc. Et ensuite commence un travail qui est très lent. Comme un montage. Comme un montage, exactement, au cinéma. Comme le ferait Eisenstein ou le ferait d'autres cinéastes. Et dans ce montage, petit à petit, avec vous-même, c'est un dialogue avec vous-même, avec vos souvenirs, avec vos attentes, etc., avec vos questionnements, se mettent en place donc des mini-récits. Donc c'est là où on travaille le mot. Pourquoi ce mot et pas un autre? Parce que ce mot, comme une image, va donner son hors-champ ou appeler une autre image, absolument. etc. Et se montent des récits. C'est pour ça qu'il y a des chapitres. C'est étonnant. Et c'est des chapitres qui se... Il y a des résonances entre eux. On commence Alors, avec c'est la vrai mer. que, voilà, j'aime pas trop le mot, hein, mais c'est chapitré, hein, c'est ce que j'ai dit. Mais Il faut bien donner une orientation, bon, disons. voilà, une sorte de structure comme cela. voilà. Mais ce qui est important, c'est effectivement le mot ou la phrase qui va être et en même temps la liaison et la mise en exergue. Oui. De cette construction. Et on voit bien que quand vous avez écrit chacune de vos poésies, Abdelrahman Djelfaoui, la très grande difficulté, c'est l'articulation. C'est-à-dire que vous décidez à un moment donné de passer sur un thème que vous avez choisi, hein, c'est pas là, c'est le tumulte des algues, donc beaucoup plus la mer, mais on verra qu'il y a d'autres thèmes beaucoup plus complexes, et vous allez aller de plus en plus loin dans votre... C'est de dire, attention, il faut que je trouve le mot qui en même temps va, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la poésie, Qui va en même temps, embrancher sur... et qui me donne mon unification, mon un, hein, et je vais aller vers l'autre pour redevenir un. Et c'est je m'entends l'implorer. Mais si vous dites ça, ça veut dire que vous vous adressez bien aux autres. Oui, absolument. Hein, c'est pas à vous-même. Je m'entends l'implorer. Hein, C'est en je soi. m'entends moins un truc, mais l'implorer, quand on implore, c'est que généralement c'est qu'on voudrait être écouté par les autres. Mais vous savez, vous mettez le point vraiment sur quelque chose de très sensible, les problèmes de structure, les problèmes d'évolution et de processus, de récit dans un livre comme celui-là. Parce qu'on parlait tout à l'heure, un être est lui-même, mais il est morceau, il se rassemble, il y a le problème de l'harmonie. Et c'est quelque chose, je crois, que souvent les femmes comprennent mieux, peut-être, que nous autres hommes. Une femme, elle doit gérer ses enfants, elle doit gérer la maison, elle doit gérer les parents, elle doit se gérer elle-même, son horaire, etc. Et elle le fait silencieusement. Et elle a cette capacité
de montage, de trouver l'heure juste, ou l'action juste, ou le moment qu'il faut, ou le mot qu'il faut, au moment où il y a tension, etc., pour passer à quelque chose d'autre, etc. Oui. C'est un peu cette cuisine, si vous, pour prendre une image, qu'on essaye un peu dans l'écriture de faire. Ce ne sont pas des poèmes qui sont juxtaposés les uns derrière les autres, c'est une évolution complexe dans une maison, dans un appartement, dans une vie, etc. D'autant que on peut lire aussi différemment. C'est-à-dire que je peux le lire, par exemple, je prends Cimetière marin. Hein, oui, quelle page non, voilà, bon, là, il y a encore une fois la mise en exergue d'un mot, d'une phrase, mais je peux lire que les mises en exergue et lire ainsi Azahara, te dire que, voilà. Et peut-être même finir par te dire que, restituer, songe d'un nuage où il n'est plus l'oubli, fait gain de tous les avenirs. Je peux aussi le lire comme ça. Ah ouais. Parce que c'est vrai. Et oui, surtout par exemple le dernier. Le dernier, c'est les vignes de la mer. Hein. Je peux le lire aussi. Avant départ. Oui. Je pourrais le dire avant ma mort, avant ma finition. Hein. Berceau du silence, la mer. Ouais. Voilà, c'est tout. Et je pourrais n'en faire que en mettant uniquement ce que vous avez mis en examen, structuré ainsi, et peut-être même, je m'y suis amusé, mais ça je laisse le soin encore une fois la découverte pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, s'ils mettaient tous les mots en caractère gras dans l'ouvrage, au niveau de l'imprimerie, hein, peut-être qu'ils arriveraient à en faire une seule et unique poésie. Peut-être, oui. Ça n'est qu'une, hein, de toute façon. Hein? Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de ce qu'on disait sur la mer. La mer, c'est pas que la mer. Par exemple, vous avez mis le doigt sur Cimetière marin, qui me tient vraiment à cœur. Cimetière marin. Ah, ouais. Il y a la mer et il y a la terre. Oui. Et le premier poème de Cimetière marin est dédié à une femme que j'appelle Ô Reine Fleur. Et reine en arabe, c'est Melika. Melika. Donc c'est plus parlant peut-être en arabe. Tout à fait. Mais j'y écris sous un plomb solaire qui empêche les pigeons de poser leurs pattes à terre. Je vais vers ta tombe. J'y vais. Interrogation brûlante, crue comme une montagne fatiguée. Fleurir d'haleine une rose à tes pieds. On est toujours dans la mer. Je vais vous dire, Fadjel Faoui, sur Cimetière marin, moi j'avais noté comme ça dans ma tête, c'est un des plus beaux poèmes d'amour que vous ayez écrit, et avec ces deux choses, femme et mère, c'est les seuls qui peuvent être mes âmes salvatrices de mon lumineux obscur. Oui. Pour moi, c'était ça. Hein. C'est-à-dire, et parce que vous le dites, à ce terme, je l'ai trouvé magnifique, hein, cette phrase, hein, moi lumineux obscur, et là encore une fois, toute votre poésie dans cet ouvrage, mais pas seulement, hein, parce que, y compris dans votre autres ouvrages poétiques, c'est pour beaucoup cela. Ça mène d'ailleurs jusqu'à... Oui, parce que c'est un fondu enchaîné, vous qui aimez le cinéma. Façon... C'est une sorte de fondu enchaîné. Vous vous fondez dans... Vous fondez... Oui. Hein, comme il y a un fondu, et puis tout d'un coup, comme on dit au cinéma, le fondu enchaîné, c'est pour ouvrir. Pour ressortir ensuite sur autre chose. Le diaphragme va s'ouvrir. Hein, généralement, quand il y a un fondu enchaîné, ça ouvre sur une image très claire. Et jamais sombre, bien évidemment, puisqu'on va au noir. Non, mais c'est la vie, c'est-à-dire que la vie est à la fois extraordinaire et tragique. Bon, c'est sur une femme aimée, et qui n'est plus là, qui a disparu. C'est quoi l'amour ?
cet éclairage, cette luminosité, cette simplicité. On n'y pense pas quand on aime. On aime. Et c'est quand l'amour est parti, ou quand il va partir, ou quand il a disparu, qu'on se rend compte qu'on a vécu quelque chose de divin. Et c'est ça l'objet de l'écriture. L'écriture, peut-on revenir à cette sensation si forte, si fabuleuse, à ce rapport avec cet être qui a partagé avec vous tout, la vie, les moments les plus obscurs, mais les moments les plus lumineux, etc. Et comment arriver à le faire en 7-8 vers, en quelques mots, pas en racontant un journal, mais je veux dire en quelques mots. Et la poésie, c'est peut-être aussi ça, c'est cette capacité de dire les choses d'une façon très ramassée. D'ailleurs, au point qu'à un moment donné, il arrive un moment, d'ailleurs j'en discutais avec un ami poète français, Yves Broussard, il dit la tentation souvent c'est le silence. Oui. C'est à force de ramasser. Et il y a d'ailleurs Vous en parlez, oui. Aussi l'envie poétique est-elle taire ou rendre muet le souffle même, en attendant que renaisse un miracle par-delà nos chemins dormants. Alors, c'est vrai que cette tentation, chez beaucoup de poètes, a existé, hein, c'est-à-dire... Mais on continue à écrire quand même. Quand même. Bah non, il y en avait un qui, quand même, l'un des plus connus, hein, Ouais. qui, le français, qui a décidé très jeune Oui. hein, d'aller dans le silence. D'aller dans le silence. D'aller dans le De silence. faire autre chose dans la vie. Oui, bah alors, de beaucoup plus bruyant. Mais ça arrive au génie. Hein. Rimbaud était un génie. À 20 ans, il a terminé sa carrière littéraire. Fulgurance. Une fulgurance. Mais il avait tout dit aussi d'une certaine manière. D'ailleurs, l'un des premiers poèmes de Rimbaud, là, vous me rappelez quelque chose qui n'a rien à voir avec notre discussion, mais l'un des premiers poèmes de Rimbaud, c'est sur Jugurtha. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Il avait 17 ans, je crois. 16 ans. 16 ans ou 17 ans. C'est une composition d'école. Et il traite Jugurtha de grand homme. Oui, oui. Absolument. Absolument. À ne pas oublier cela. Bah, c'était parmi les poésies qu'il avait envoyées à Verlaine, qui avait... Et qui sont restés de côté pendant longtemps. Complètement, hein, parce que on voulait pas, on les avait considérés un petit peu comme faiblardes, alors qu'elles ne l'étaient absolument pas. En fait, c'est subversif. Très. Il l'était, Dieu du ciel. Il n'a été que ça. Puisqu'on parle de la mer. Oui. Alors, Jasmin d'Asile m'a énormément touché parce que c'est... j'aime... allez, je vais aller direct. Moi, ce qui me touche, mais je suis sûr que Abdelrahman Djelfaoui, pareillement, hein, et c'est ce que touche généralement les poètes, c'est le loser, c'est le perdu, c'est celui qui soi-disant, la société dit, il n'a plus de repères, parce que ce sont les repères de la société bien pensante. Mais en réalité, il a d'autres repères. C'est un peu comme dans la littérature américaine. Vous savez, elle a fait son lit sur justement tout ce qu'on peut considérer comme des gens qui sont marginaux, ou, les perdants. Les perdants, les perdus. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez, c'est simple. Vous gagnez tout, vous êtes en haut de la structure, etc. Mais pourquoi un être comme vous et moi, qui a toutes les potentialités de vivre, d'aimer, d'être, de jouir, tout d'un coup devient un perdant? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Qu'est-ce qui se passe dans l'être? Qu'est-ce qui se passe? On discutait tout à l'heure d'un ami commun, et qui est quelqu'un qui a vraiment des potentialités, qui, à mon avis, il l'a montré, qu'il a prouvé, hein, au plan à la fois local et mondial, et qui, pendant des années, va se perdre. Ça pose un problème extraordinaire. C'est un peu comme, si vous voulez, mais à un autre niveau, on reviendra à la mer après, vous savez, les trous noirs dans l'espace. Moi, ça m'a toujours été quelque chose qui m'a sidéré. Comment une structure dans l'espace peut-elle bouffer de la lumière et devenir noire? C'est-à-dire, la lumière, c'est la lumière, c'est ce qui va le plus vite dans l'univers, et pourtant, il existe des endroits dans l'univers qui bouffent la lumière et en deviennent noirs. Les losers, c'est la même chose. Ils sont des êtres humains comme nous, ils ont un cœur, une pensée, des yeux, ils peuvent être tendres, aimer les enfants, et puis, ils sont dans le ruisseau, à un moment donné ou à un autre de leur vie. Ce que nous pouvons être à un moment donné ou à un autre de notre vie. C'est ça la réflexion aussi.
Lui, c'est moi. Moi, je suis lui aussi, hein, d'une certaine manière. Cannibalisme spatial. Oui. Cannibalisme spatial. Non, parce que c'est aussi dans Jasmin d'Asile, Oui. hein, où je dirais il y a la plus forte idée dans tout ce que j'ai pu lire sur le combat. J'aurais appelé ça, à un moment donné, en un combat douteux, c'est-à-dire qu'il y a en même temps deux forces en présence, Oui. qui ne sont pas obligatoirement seulement aussi, de façon manichéenne, le bien et le mal, Non, non, mais qui ce que sont vous deux dites forces là, en nous. voilà, Il y a une force qui tire vers le bas, ouais. vers l'inertie, vers le néant, et une autre force. Et l'asile, au sens général du terme, ça peut être un asile d'aliénés, ça peut être une prison, ça peut être l'asile, c'est-à-dire là où on perd ses forces, c'est un lieu de combat. C'est-à-dire, vais-je me laisser anéantir ou vais-je en sortir? Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir de sortir de l'asile, de sortir de prison, de sortir de la contradiction. Puisque vous me parliez d'asile, permettez-moi de vous lire Abdelrahman Jalfaoui. Justement, c'est hors l'asile. Ouais. Voilà. Alors, hors l'asile, l'été ne peut rien faire que se pousser à contre-courant de la mer. Et le chant des cigales ne pas dire tout ce que les algues palabrent à mots tues. Mais remisés au profond de nos ventres, libres enfin de lécher, humer, pluies à venir, en cueillir senteur de chaume frémissante, ici meurent des illusions, poussière de pollen, soufflée par des vents qui vont et viennent, tourbillonnent, puis s'éteignent. N'est-il pas des jours pour écrire d'autres, juste sablés, d'île le désert. Alors, c'est pour ça que je dis dans Jasmin d'Asile, je l'ai noté, comme vous voyez, Oui. cette poésie, parce que c'était pour moi cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes à la limite d'être happé par le trou noir, vous êtes quelque part lumière, et il y a un combat douteux. Est-ce que vous arriverez à éviter ce trou noir? Peut-être l'écriture vous sauvera-t-elle de ce trou noir? Je pense que l'écriture, depuis l'invention de l'écriture, depuis plus de... dans la Babylone antique, dans la cité dure où fut inventée l'écriture, je crois qu'on a inventé quelque chose qui est magnifique. On parlait tout à l'heure d'Homère, vous vous rendez compte? Nous sommes en 2011, fin mars 2011. 2012. 2012, pardon, vous voyez, je suis en retard d'une année. Et on parle de quelqu'un qui a vécu il y a 3000 ans et qui vit avec nous parce qu'il a laissé quelque chose qui est écrit. Comme on dialogue avec Ibn Khaldoun, comme on dialogue avec tout autre poète, écrivain, etc. L'écriture est quelque chose de fabuleux. Et c'est ça, je crois, qui nous permet de prendre une distance avec ce qui nous tire peut-être vers le bas et de nous dire non, 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 non. Il est possible de faire autrement. Il est possible de faire mieux. Il est possible de faire avec les autres. Il est possible de faire en chantant. Il est possible de faire en rythme. Il est possible de faire en dansant. Pourquoi pas? Alors, moi, je vous l'ai dit dès le départ, Abdelrahman Jalfaoui, je n'étais pas d'accord avec le fait que l'on puisse dire que c'est de la poésie marine, parce que il y a vraiment les quatre éléments de façon constante dans votre poésie. Le ciel, vous adorez les mouettes et les hirondelles. Vous parlez de la terre et de son humus. De la vigne. Alors, la ville, bien sûr. Hein. Et puis le feu bouillonnant en vous. Et parce que vous évoquez donc ce grand philosophe et poète Empédocle, dont la légende dit qu'il s'est jeté dans l'Etna en feu, dans le volcan. Il a laissé ses sandales au bord de l'Etna. Voilà, exactement, ces vieilles sandales de cuir au bord, peut-être pour aller pour éteindre toutes ces mauvaises passions. C'est revenir au centre de la Terre. C'est ça. Et puis en plus peut-être pour feu purificateur. Hein. C'est-à-dire, voilà, mes mauvaises pensées, je les brûle hein, pour renaître comme le phénix. Mais en même temps, ça nous permet de dialoguer avec lui. Il y a un poème là, justement, sur Empédocle, à propos d'Empédocle, du volcan, du soufre
Et oui, vous le citez. aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. Et je dis, mais pouvait-il savoir, c'est-à-dire Empédocle, qui a vécu 5 siècles avant Jésus-Christ, Avant Jésus-Christ, oui, tout à fait. pouvait-il savoir, avant de plonger dans la gueule de l'Etna, le volcan, pouvait-il imaginer, pressentir même, qu'en 2 millénaires d'instants, des désespérés, des brûleurs de mer, consumant leur passé, oseraient affronter l'inconnu terrible des détroits, le détroit de Messine, entre autres, que lui connaissait si bien, sur de dérisoires esquifs, à en laisser la mémoire de la mer aussi muette que la lave de volcan mal éteint. Alors, justement, Abdelrahman Djelfaoui, ça aussi, c'est très très présent dans votre poésie, c'est la mer qui thésaurise notre fond. Et à un moment donné, l'impression de dire la seule façon que j'ai aussi de sauver les trésors que m'ont apporté la mer, c'est de m'y ancrer. Excusez-moi toutes ces images, mais c'était un peu une ça. encre, oui. Je jette l'encre. Hein. Mais généralement, quand on dit je jette l'encre, dans le langage commun, c'est je m'installe quelque part sur la terre ferme. Oui. Hein. Bon, je vais jeter l'encre là, hein, c'est fini, ça va être ma maison. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup dans votre double langage, qui est un beau double langage poétique, c'est justement cela. Voilà, c'est la mer qui m'a apporté tout ce que je suis en tant qu'Algérien depuis la nuit des temps. Tout est venu de la mer. Vous donnez un coup de cisaille en disant terrible ville qui a été scalpée parce qu'on l'a ététée. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On lui a enlevé sa belle chevelure qui est la mer, hein, comme on scalpe quelqu'un. Et puis, elle en veut plus, donc on se demande si elle ne devient pas un furoncle à l'intérieur de cette magnifique même baie cette image de marine. furoncle. Ce que je dis là, je ne fais que reprendre d'une autre façon ce que vous dites dans votre poésie. Hein, non, vous savez, souvent on entend dire, j'ai entendu dire, on a tous entendu dire pendant longtemps, qu'en fait, nous les Algériens, nous avons le dos tourné à la mer. Nous sommes des gens des hautes terres. On en parle d'ailleurs aussi des hautes terres. Je ne pense pas. Je pense d'ailleurs qu'un des refondateurs d'Alger, Bolourine, il est venu des hauts plateaux, de la région d'Achir, de Barouaguia, de Média, Achir. etc. Achir, c'était sa capitale. Et il vient vers la côte. Il vient donc vers la Méditerranée. L'Andalousie ne s'est pas faite avec les Arabes uniquement. Elle s'est faite avec des chefs arabes, mais des dizaines de milliers de Berbères qui ont traversé la mer sur des bateaux construits sur nos côtes. C'était avant tout... Il y a un drame, par exemple, dont on ne parle pas souvent. Il y a un très grand homme, moi que j'aime beaucoup, c'est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, il lui est arrivé une tragédie dans sa vie. Sa femme et ses enfants devaient le rejoindre au Caire par bateau. Le navire a sombré. Il a perdu sa femme et ses enfants en mer. C'est un homme de terre, c'est un homme de réflexion. Mais je suppose que dans son œuvre, c'est quelque chose qui a dû, quelque part, s'infiltrer, s'immiscer. C'est pas possible de perdre sa descendance et de perdre la personne avec qui il partageait sa vie en mer sans que ça n'ait des effets sur son propre être. Nous sommes dans un... D'ailleurs, les océans et les mers, c'est les surfaces et les volumes les plus importants sur la Terre. Tout à fait, sur notre planète. Tout à fait. Sur la planète. Et je pense que la mer est un non-dit chez nous. Et c'est pour ça qu'il faut un peu nous décontracter, y aller vers elle, dialoguer, mieux la regarder. Alors, vous dites ça, Abdelrahman Djelfaoui, mais en même temps, on sait que quand on vous lit bien point par point, il y a effectivement cet attachement, cet amour que vous avez pour la mer, il faut y aller, etc. Mais en même temps, quelle terrible frayeur vous avez. Quelle terrible frayeur vous avez. Vous savez, quand je vais à la mer, moi j'adore la mer, et je nage très loin. Mais c'est contre moi-même, parce que je nage avec une terrible frayeur. C'est-à-dire, j'adore nager, crawler, plonger, mais en même temps, ces fonds bleus, vous ne savez pas ce qui peut en sortir, ce qui peut en venir, ce qui peut en advenir de vous. Donc, c'est en même temps, c'est aussi l'amour, vous savez. Vous aimez une femme vous aime, vous êtes dans un rapport extraordinaire, mais il y a la crainte
c'est la perte. la poésie d'Aragon. Il voit dormir Elsa et il dit mais où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas là? Pourquoi dort-elle? C'est ça l'amour. Je trouve que l'une des plus belles déclarations d'amour, vous savez, surtout avec Delja, c'est quand une femme, j'ai vu ça, un couple d'amis, on est en train de dîner, et puis tout d'un coup, elle se tourne vers lui, alors qu'ils sont mariés depuis 20 ans, elle se tourne vers lui, elle lui regarde, elle lui dit « Toi, hashtek ». C'est extraordinaire, c'est magnifique. Fabuleux. Alors qu'il était avec elle. Non, mais c'est la tendresse, c'est le hanana. C'est ça. C'est-à-dire que, oui, mais parce que tu as discuté avec tes autres amis pendant longtemps, pendant 1 heure ou 2, donc on n'était plus ensemble. Hein. Ce moment magique d'être ensemble n'existait plus pendant ces 2 heures ou 3 heures où on était au restaurant. Cette crainte du départ. D'ailleurs, on dit, souvent il y a un proverbe un peu grossier qui dit loin des yeux, loin du cœur. Donc, on veut être toujours sous les yeux de l'autre pour être toujours dans son cœur. Alors, les 4 éléments, encore une fois, ils sont très, 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 très présents. Pourquoi avoir choisi cette couleur rouge, limaille, rouille, pour votre titre, comme si vous... Il y a un film qui s'appelle Le Rouge émis. Oui, oh là là, mais ça c'est avec Jean Gabin. Oh, si je me rappelle, c'est ça, hein, c'est un Non, il film n'y a policier. pas que ça, mais je veux dire, le rouge, c'est une dégradation du rouge. C'est aussi le crépuscule. Attention, la mer, au crépuscule, c'est de la limaille. C'est un rouge à la fois or, de lave, justement comme pour Empédocle, mais c'est en même temps quelque chose qui se déstructure très vite. C'est très difficile. Moi, je me suis toujours dit, ça serait fabuleux que nous ayons des peintres qui, comme les peintres impressionnistes, essayent de travailler sur la mer. C'est-à-dire les quelques instants. Vous savez, la mer se dégrade à certaines heures à des vitesses de quelques secondes. Et ça m'a toujours été quelque chose de fabuleux. La mer, vous la regardez le matin, vous la regardez à 10 heures, vous la regardez à midi, vous la regardez à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. Elle n'est pas la même, ce n'est pas la même mer. Ça n'est pas le même flux, ça n'est pas la même couleur. Absolument. Ça n'a pas la même densité. Alors, c'est quoi cet être? C'est nous. C'est nous, c'est mon regard aussi. Peut-être qu'elle partage avec moi mon regard, c'est-à-dire... Oui. Mais c'est bien souvent l'être humain qui, comme cela, dans la journée, va totalement changer sa façon d'être, et en lui et à l'extérieur. Parce que ce qu'on voit... J'aime bien votre idée effectivement, si on ne regarde pas la mer pendant 1 heure, et d'un coup on la re-regarde, elle a totalement changé. Mais ce dont on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui en a changé en profondeur, dans les abysses. Et surtout la Méditerranée. Par exemple, les marins vous diront, c'est une mer fantastique, c'est pas comme l'Atlantique. L'Atlantique est furieux, il est dangereux. Mais la Méditerranée est plus dangereuse parce qu'elle paraît calme. Et puis tout d'un coup, en quelques secondes, en quelques minutes, ça peut être le drame. Il y a eu dernièrement sur la côte algérienne des disparitions de pêcheurs dues à des moments comme cela. C'est-à-dire on ne fait pas attention, mais la mer, comme on dit, tout d'un coup. Et bon, c'est donc un être d'une puissance. La houle d'ailleurs. Hein. La houle. Oui, c'est ça. Hein. Ça vient de là. Ça vient de là. Je voudrais qu'on termine par vos projets. Après la mer vineuse, disait l'aveugle. Je continue à écrire. Vous savez, l'écriture, c'est un long processus, très très long. Mais est-ce que vous auriez actuellement des projets cinématographiques J'en ai comme ça dans la tête, mais vous savez très bien, c'est assez complexe et difficile, hein, vraiment. J'ai des idées. J'aurais voulu faire un film sur les photographes, par exemple, le rapport à l'image. J'ai des amis photographes. J'ai travaillé sur la photographie pendant longtemps. J'aurais aimé faire des documentaires sur l'art de la photographie. Quel est ce rapport? Pourquoi on découpe à un moment donné dans le réel? Pourquoi on choisit tel thème? Pourquoi on choisit le noir et blanc ou la couleur? Puis c'est pas la même chose, c'est comme les couleurs de la mer, etc. Tout à fait. Et donc il y a des projets de ce type-là. Mais c'est surtout des projets d'écriture. C'est-à-dire j'écris, je continue à m'investir dans la poésie. La poésie me permet de parler d'enfance, d'âge.
Je trouve ça extraordinaire. C'est comme dans le roman. Alors je continue. J'essaye. Parfait. Mais je voudrais Alors, quand même vous lire. avez 1 minute pour conclure. C'est dans un précédent ouvrage qui Oui. s'appelait Aux villes, de 100 lieues ville noire, Qui est paru chez qui est paru, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Espace Libre, qui appartient à Zineb Laouj, épouse donc de Wassini, El-Araj. Et donc un poème que moi j'aime beaucoup parce que c'est comme la mer, c'est la lumière. À vous. Lumière, ô mes yeux d'infinie gratitude au monde, lumière, tu es nid sans paille, feu d'eau, perpétuelle danse d'initiation sans maître. Une herbe au ciel couché, un soupçon d'oubli en ondes d'éternité, lumière aérienne d'une au cœur de la mémoire, lumière, que serions-nous sans toi, sinon l'écume d'ombre de nous-mêmes? Morsure sans bris de froidure, inquiète portance d'oiseau et pépiment de son silence. Lumière, toi qui vagabondes par les nuages, étanchant les sources de pluie, le jasmin que tu annonces te prononce. Merci Abdelrahman Ben, je vous en Jelfaoui. prie, c'est moi qui vous Donc remercie. c'est une poésie tirée de Aux villes de 100 lieues ville noire et c'est paru aux éditions Espace Libre Alger. Merci 1000 fois Abdelrahman Jelfaoui. Je rappelle le titre de votre ouvrage. La mer vineuse, disait l'aveugle. C'est signé donc Abdelrahman Jelfaoui. C'est paru aux éditions que nous saluons. Vive une nouvelle Il maison faut d'édition. absolument saluer ce courage, Absolument, cette ténacité, notre, et qu'il y en ait 1000 autres. Qui n'en est 1000 autres. Exactement. L. Point de minuit. Juste une dernière phrase, parce que j'en ai trouvé beaucoup sur la mer, mais celle-là, je trouve qu'elle convient bien à votre idée et à votre fond poétique. Abdelrahman Jelfaoui, elle est de Proust, qui disait « La mer fascinera toujours ceux chez qui le dégoût de la vie et l'attrait du mystère ont devancé les premiers chagrins. » Il y a aussi une phrase, vous me le permettrez, une phrase célèbre dans la poésie française du 19e siècle de Baudelaire. « Homme libre, toujours tu chériras la mer. » Mais alors celle de Rimbaud est encore plus belle, puisqu'elle dit « Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et latessant. » Magnifique, magnifique. Merci 1000 fois. Merci à vous. Revenez Merci. vite nous voir. J'espère bien. Comme on dit, la maison vous est ouverte. Voilà, merci, merci bien. Voilà, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. À la semaine prochaine. Même jour, même heure, même punition. Bonsoir.